7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous retrouvons Thierry Mariani pour la première fois de l'année. Tous mes voeux, Thierry Mariani. Tous mes voeux, merci. Et donc on va commencer fort en parlant du Mercosur, parce que ça continue. Il y a certaines choses qui passent un peu sous l'ombre. Mais avant cela, peut-être votre avis sur l'investiture de Donald Trump. Écoutez, c'est un grand événement pour les États-Unis. Après, je fais partie de ceux qui ont un enthousiasme très mesuré. Je ne vous cache pas. Voilà. Je n'étais pas invité, mais si j'avais été invité, j'y serais pas allé. J'y serais pas allé. Pourquoi ? Mon enthousiasme est assez mesuré. De Trump à Biden, que les choses soient claires entre les deux, mon choix était nettement pour Trump. Mais, je pense que je suis loin d'être un adorateur. Et deuxièmement, je pense qu'on va bientôt commencer à en payer le prix. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense que Trump a, à mon avis, 3 points positifs très nettement par rapport à ce qu'aurait pu être un mandat Kamala Harris. D'abord, il l'a dit, il l'a répété, et je pense qu'il le fera, c'est un coup dur qui sera donné à l'idéologie woke. Il a été très clair là-dessus. Musk, qui visiblement aura un rôle important autour de lui, est sur la même ligne. Donc ça, c'est un point très positif, alors que Kamala Harris était au contraire un accélérateur. Deuxième point positif, c'est un attachement à la liberté d'expression. Parce que toutes ces réglementations, y compris européennes, pour la limiter, l'encadrer, quand on dit d'ailleurs l'encadrer, c'est toujours la limiter. Voilà. Il y a des lois qui existent en France, je le rappelle, pour la diffamation. Il y a des lois qui existent pour attaquer en justice quand on outrepasse les limites. C'est pas la peine de mettre un censeur avec le rôle de Musk, avec les géants de la tech qui sont venus poser genoux à terre et désormais on voit suivre cette ligne, c'est une très bonne nouvelle. Et puis troisième point qui est positif pour moi, c'est quelqu'un à mon avis qui a envie de faire la paix. Envie de faire la paix d'abord parce que c'est le meilleur climat pour faire du business. Voilà, envie de faire la paix. Et je pense que pour l'Union européenne, comme pour l'Europe, comme pour le Moyen-Orient, c'est quand même une excellente nouvelle. Il est indéniable que si aujourd'hui on a un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l'arrivée de Trump n'y est pas pour rien. Voilà, ça c'est les points positifs. Après, il y a des points pour moi qui sont très inquiétants. Vous savez, quand on a comme slogan, on l'oublie, America First, ça veut dire les autres après, les autres derrière, les autres suivent. Voilà. Et moi, j'en veux pas, contrairement à ce que certains croient, aux Américains d'être forts. J'en veux aux Européens et à la France d'être faibles. Voilà. Et il est indéniable que dans les mois à venir, peut-être même très vite, puisqu'il nous annonce une centaine de décrets, on va voir une explosion des droits de douane. On va avoir des conditions concernant la politique de défense qui vont être extrêmement dures. La France est dans une situation particulière, puisque je rappelle que la France est le seul pays européen à avoir l'arme nucléaire, mais on voit déjà une panique au niveau de nos partenaires européens. Et puis, on voit surtout une sorte de soumission des esprits, avant même qu'il arrive au pouvoir, quand Trump dit il faudra rééquilibrer les relations commerciales entre l'Europe et les États-Unis. L'une des premières déclarations de Mme von der Leyen, après ces propos de Trump, c'est de dire on va lui acheter encore plus de gaz, plus de pétrole. Voilà. Je rappelle quand même que désormais, on le paye beaucoup plus cher que les Américains qui l'ont à beaucoup moins cher chez eux, qu'en plus, ils ne nous font aucun cadeau, en nous le vendant 2 fois le prix qu'ils appliquent chez eux. Donc, je suis extrêmement inquiet parce que le décrochage européen risque de s'amplifier. Et l'Union européenne, qui déjà avait peu de personnalité, désormais, va voler en ordre dispersé. Ce n'est pas forcément toujours pour me déplaire, mais en ordre dispersé et en obéissant très clairement à ce que voudront les États-Unis. Est-ce que vous pensez que ces principes, cette dynamique que les États-Unis vont suivre sous l'impulsion de Donald Trump, ça ne pourrait pas également forcer l'Union européenne et la France à se ressaisir un peu de leur autonomie, d'afficher au moins un visage fort ? Il peut y avoir aussi un sursaut provoqué par cette élection, avec la nécessité justement de devoir y faire face. Oui, mais j'y crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'Union européenne, c'est 27 pays.
et qu'une bonne douzaine de ces 27 pays sont des chevaux de Troie américains dans l'Union européenne. Je dis toujours que l'Union européenne a complètement changé de nature en 2014. 2014, c'est l'entrée de l'Union européenne d'une dizaine de nouveaux États, qui sont essentiellement des États du bloc de l'Est, ce qu'on appelait, donc qui étaient avant sous influence soviétique. Et ces États ne jurent que par les États-Unis. Ces États, moi je me souviens quand j'avais fait des voyages en tant que député dans les États baltes qui voulaient adhérer à l'Union européenne, le discours était très simple. D'abord l'OTAN pour la sécurité, après l'Europe pour les subventions. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a au sein de l'Union européenne des États et des gouvernants qui seront totalement alignés sur les choix américains. J'en prends qu'un seul exemple et non des moindres. Désormais, la politique étrangère au niveau de l'Union européenne est incarnée par Mme Kaja Kallas. Mme Kaja Kallas, c'est une personne sympathique, mais qui était Premier ministre de l'Estonie. Je rappelle quand même que l'Estonie, que je respecte tout à fait, c'est à peu près le tiers de la population de la région PACA. Et donc désormais, cette personne est la responsable de la politique étrangère de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle dit pendant son audition quand on l'interroge sur le Proche-Orient et quelle sera la politique de l'Union européenne dans cette région où se passe le drame qu'on connaît? Elle dit, on suivra les États-Unis. Voilà, on suivra les États-Unis. Et donc, je crois malheureusement que l'Union européenne, depuis l'entrée de ces nouveaux pays, de ces entrants, a en réalité en permanence des avocats des États-Unis en son sein. D'ailleurs, on le voit quand on participe aux discussions de certains textes. Immédiatement, les amendements qui sont rajoutés par les représentants de ces pays, c'est en liaison avec les États-Unis, en lien avec les États-Unis, en lien avec les États-Unis. Et d'autre part, ces pays n'ont pas du tout, c'est pas vexant que de le dire, mais n'ont pas du tout la même ambition, la même tradition, la même importance que la France. Quand on est un pays de 2 ou 3 millions d'habitants, même si son histoire est riche, on sait très bien qu'on ne peut pas jouer un rôle de premier plan. Quand on s'appelle la France, on a vocation à jouer un rôle de premier plan. Et donc, aujourd'hui, je n'y crois pas, sauf si on a un renouveau de nos dirigeants. Mais malheureusement, au moment où Trump arrive avec une énergie, un dynamisme qui, pour une personne de son âge, est extraordinaire. À ce moment-là, c'est le moment où la France et l'Allemagne, d'ailleurs, mais la France, c'est ce qui m'intéresse, sont dans une situation totalement affaiblie, avec un président de la République qui n'est écouté par plus grand monde, et un gouvernement qui dépend finalement de l'appui de M. Hollande et des socialistes, peut-être pour sa survie. Donc non, moi je suis très inquiet, et écoutez, tous ceux qui vont applaudir M. Trump, et ils se sont même pressés parfois pour être invités, j'attends de voir ce qu'ils vont dire bientôt à nos agriculteurs, à nos producteurs d'acier ou à d'autres quand les droits de douane frapperont durement nos produits. Mais j'espère me tromper, voilà. J'espère me tromper. Après, le personnage est tellement extraordinaire qu'on voit très bien sa tactique. C'est je menace fort avant et puis après je suis gentil. Le meilleur exemple, je trouve, c'est TikTok. TikTok devait être interdit. Il était, il y a quelques semaines, je vous rappelle, pour l'interdiction du TikTok chinois. Et puis après, il a dit finalement, si les États-Unis ont des intérêts dans TikTok, à la sortie, TikTok va continuer en étant à 50% américain. Ouais. Voilà, bravo pour la manœuvre. Alors Thierry Mariani, il nous reste 2 minutes, quelques mots peut-être sur le Mercosur, parce que justement, c'est l'exemple parfait de cette impuissance de la France, de cette Europe qui patauge et puis qui ne valorise pas nécessairement ses propres forces de travail, en l'occurrence les agriculteurs. Le Mercosur sera signé cette année. Voilà. Enfin, il ne sera pas signé, il sera mis en application. Ouais. Puisque je rappelle que Mme von der Leyen est allée le signer juste avant Noël, à la barbe de tous les États qui refusaient. Ces États qui sont minoritaires, soyons honnêtes de le reconnaître. Mais par exemple, la France ou la Pologne, qui sont quand même 2 États importants dans l'Union européenne, le rejettent. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en réalité, l'Union européenne est une machine qui se moque des critiques. C'est-à-dire, je le dis malheureusement aux agriculteurs qui se battent pour faire reculer ce texte. Ce texte a de fortes chances d'être adopté au Parlement européen parce que la majorité des pays le veulent et puis d'autre part parce qu'on a désormais plus de droit de veto sur les accords internationaux.
Alors, il y aurait une possibilité, quand on me dit on ne peut rien faire, le système de majorité qualifiée, c'est-à-dire en clair, il y a 2 sortes de votes, je le rappelle, pour faire simple, dans les instances européennes. Il y a le vote à l'unanimité des États, c'est-à-dire que les 27 États doivent être d'accord et le plus petit peut tout bloquer. Et puis il y a le vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire en gros, il faut un peu plus des 2/3 des États et des populations représentées. La France pourrait très clairement bloquer toute une série de décisions si ce traité passe. Je vais vous citer un exemple qu'on a totalement oublié. Au début des sanctions contre le Bélarus, elles devaient être adoptées à l'unanimité, puis il y a un État où personne n'a compris qui a tout bloqué, c'est Chypre, qui a tout bloqué pendant 2 mois. Pourquoi ? Parce que Chypre, qui se moquait complètement de ce qui se passait au Bélarus, ce n'était pas sa première préoccupation, a dit non, je refuse ces sanctions. Parce que tant que vous ne occupez pas de ce qui se passe entre Chypre et la Turquie, eh bien moi je bloque. Et donc la France a ce pouvoir-là. Macron ne l'utilisera pas et malheureusement aujourd'hui, il faut prévoir le choc de ce traité. D'ailleurs, un seul détail pour finir, dans ce traité, on prévoit 1 milliard pour indemniser les agriculteurs qui seront floués par ce traité. Et dans le même temps, on nous dit que ce traité sera totalement bénéfique. Ouais. Voilà, quelle hypocrisie. Effectivement. Merci beaucoup Thierry Mariani d'avoir été avec nous une fois de plus pour décrypter cette hypocrisie de nos dirigeants. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À très bientôt.